Donc c'est une première partie que j'anime avec le docteur Aurore Unto du laboratoire national de référence du Bénin. Donc j'ai voulu vous remettre quelques diapositives de présentation qui ne sont pas les miennes, qui sont des diapositives de l'ONU-SIDA 2010, qui ont été réactualisées pour vous montrer en fait le pourcentage. Donc vous avez ici représenté, non, ça ne marche plus. Voilà. Représenter l'Afrique de l'Ouest avec donc, le pourcentage de femmes qui ont accès au dépistage. Et vous voyez qu'on est aux alentours de 35% en 2009, avec évidemment une progression au cours du temps, mais on est quand même un petit peu loin de ce qu'on voudrait obtenir. Si on regarde maintenant le pourcentage de femmes infectées par le VIH qui reçoivent un traitement antirétroviral en fonction des différents pays, vous avez... Il est où le truc là ? Voilà. Vous avez ici le nombre de femmes infectées par le VIH qui sont représentées par les barres rouges avec les pays. Donc l'Afrique de l'Ouest se situe ici. Et vous avez le pourcentage de femmes qui ont accès à la PTME. Donc si je prends un exemple, vous avez le Burkina Faso ici avec le nombre de femmes infectées par le VIH. Et l'accès à la PTME est estimé aux alentours de 30%. Si on regarde cette fois les femmes infectées par le VIH qui ont eu accès à un test au moment de leur grossesse, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, l'Afrique de l'Ouest est là, l'Afrique subsaharienne est là. On était aux alentours de 35% en 2009 pour les femmes, on va dire tout venant. Pour celles qui sont infectées par le VIH et qui ont accès à un test au moment de leur grossesse, on est aux alentours de 55% avec une progression, donc toujours au cours du temps. Donc si on regarde maintenant le pourcentage d'enfants nés de mères infectées par le VIH et qu'on regarde le pourcentage de femmes qui ont eu accès à la PTME, vous voyez qu'on est aussi aux alentours de 54%, ça veut dire que 54% des femmes infectées par le VIH ont eu un accès à la PTME ou leurs enfants ont eu accès à un traitement prophylactique post-naissance. Alors, le diagnostic précoce de l'enfant dans les pays du Sud, là je vous ai repris la définition de l'OMS. Donc le diagnostic précoce est critique. Pourquoi? Vous le savez mieux que moi, parce que sinon un tiers des enfants vont décéder avant l'âge de 1 an et 50% avant l'âge de 2 ans. Les recommandations de l'OMS sont donc de faire un diagnostic précoce entre 4 et 6 semaines de vie, en utilisant donc des tests virologiques, puisqu'on va le revoir après, on ne peut pas utiliser de tests sérologiques dans la mesure où il y a un transfert passif des anticorps maternels à l'enfant et que tous les enfants nés de mère VIH+, qui soient infectés ou pas, ont une sérologie positive, au moins dans la première année de vie. Donc ça, c'est dans l'idéal. En pratique, on a les chiffres aussi de l'ONU-SIDA. Donc en 2009, 6%, avec un intervalle de confiance qui va entre 5 et 10%, des enfants ont été testés dans les 2 premiers mois de vie. Alors si on va un petit peu plus loin dans la lecture du rapport de l'ONU-SIDA et qu'on regarde vraiment les 54 pays qui sont très informatifs sur cet indicateur, parce que tous ne remplissent pas vraiment les critères pour cet indicateur, ben c'est un peu mieux, c'est-à-dire c'est 15% des enfants qui sont nés de mère VIH+, qui ont eu accès à un diagnostic précoce dans les 2 mois qui suivent leur naissance. Donc il y a vraiment un vrai progrès à faire là-dessus. Après le diagnostic de l'enfant, on va passer maintenant au diagnostic, comment le faire, quels outils, on va parler de ça, va dépendre du moment de la transmission, ça vous connaissez aussi bien que moi, donc c'est une transmission in utero, à peu près 5% des cas, intrapartum 15 à 20% des cas, ou bien pendant l'allaitement, de l'ordre de 10 à 15% des cas. Ce graphe, simplement pour vous dire que c'est le graphe de l'enquête périnatale française, avec le risque de transmission qui persiste en France. Vous voyez qu'il est complètement négligeable, puisque depuis les années 2000 à peu près, il y a très peu de cas. Quasiment toutes les femmes enceintes sont dépistées et traitées, et depuis quelques années traitées par trithérapie, quel que soit leur taux de CD4. Et donc on aboutit maintenant à un risque de transmission qui est de l'ordre de moins de 1%. Et comme le disait Stéphane l'autre jour, on a à peu près une dizaine d'enfants infectés par an en France maintenant. Et donc le défi n'est évidemment pas chez nous, il est dans les pays du Sud et chez vous.
Alors comment faire le diagnostic d'infection ou de non-infection de l'enfant? Donc si on voit l'enfant un peu tardivement, aux alentours de 18-24 mois, on pourra discuter un petit peu de ce seuil si vous voulez, on peut avoir une démarche identique à celle de l'adulte, c'est-à-dire faire une sérologie VIH. Puisqu'en fait, il y a un transfert passif des anticorps maternels de la mère à l'enfant, mais qui vont décroître au cours du temps si l'enfant n'est pas infecté. Et à partir de 12-14 mois, on commence à avoir une sérologie qui décroît et à 18 mois, elle est négative. Donc si l'enfant a plus de 18 mois, la sérologie peut être informative. Si elle est négative, l'enfant n'est pas infecté. Si l'enfant a moins de 18 mois, il y a donc cette persistance d'anticorps maternels qui va nous gêner et il va falloir faire une recherche directe du virus par PCR, donc soit en dosant l'ARN VIH plasmatique, soit en recherchant l'ADN VIH intégré dans les cellules. Donc en pratique, quand est-ce qu'il faut faire ce diagnostic? Donc ça va dépendre un petit peu du contexte. Stéphane m'avait demandé de reprendre un petit peu les actualités à la fois pour les pays du Nord et les pays du Sud. Donc les pays du Nord, les mères sont toutes traitées par trithérapie et les enfants ont un traitement de 4 à 6 semaines par AZT ou un traitement renforcé quand s'il y a une nécessité. Dans les pays du Sud, le traitement de la mère est plus tardif et le traitement préventif est en général par AZT seul ou par névirapine entre 3 et 6 semaines. Donc en pratique, on va dire que le premier test informatif va être entre 4 et 6 semaines et qu'on va faire un diagnostic d'infection si on a 2 prélèvements positifs. Quelle que soit la technique qu'on utilise, je vais vous montrer qu'on peut utiliser aussi bien l'ARN VIH que l'ADN et un diagnostic de non-infection si on a 2 prélèvements négatifs 4 semaines après l'arrêt du traitement antirétroviral. Si l'enfant n'est pas allaité, on reparlera de l'allaitement après. Évidemment, si l'enfant est allaité, ça décale le diagnostic d'infection ou de non-infection. Donc, quels sont les outils diagnostiques qu'on a à notre disposition? Est-ce qu'il faut faire le diagnostic par l'ARN VIH plasmatique, par l'ADN VIH? Est-ce qu'il faut absolument utiliser du plasma? Est-ce que le sang total peut être utilisé? Est-ce qu'on peut utiliser des papiers filtres? Et puis je vous ai mis un petit item à la fin, attention à la diversité, et là je pense à la diversité du virus, parce que je vous ai dit que pour faire ce diagnostic précoce, il fallait utiliser des techniques de PCR, donc de biologie moléculaire, qui vont nous obliger à essayer d'amplifier tous les virus. Et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de diversité virale. Je vous fais juste 2 dias de rappel sur la diversité virale, en dehors du fait qu'il y a le VIH1 et le VIH2, et il va falloir évidemment utiliser des PCR différentes pour amplifier le VIH1 du VIH2. Au sein du VIH1, il y a vraiment une énorme diversité avec 4 grands groupes, avec des sous-types et des formes recombinantes. Vous en avez une illustration ici. Alors c'est vrai que la forme CRF02HG, qui est une recombinaison entre un virus A et un virus G ici, est très prédominante en Afrique de l'Ouest, mais il y a beaucoup d'autres formes recombinantes, et quand on regarde la littérature, on est à peu près maintenant à 50 formes recombinantes. Donc il va falloir qu'on adapte nos outils virologiques de PCR pour pouvoir amplifier tous ces virus qui sont quand même extrêmement diversifiés. Alors après, une fois qu'on a admis qu'on avait des outils capables de surmonter cet obstacle de la diversité, comment on fait en pratique? Donc ça, je vous rapporte l'expérience de Necker. Voilà, nous, comment on fait? On a un tube d'ETA de sang total, on centrifuge, on récupère le plasma. Sur le plasma, on va faire une recherche d'ARN VIH plasmatique. Donc là, vous avez toute la liberté de faire cette recherche par tous les tests que vous voulez. Vous pouvez utiliser le Cobas-Tachmann de Roche, vous pouvez utiliser la technique Abbott, vous pouvez utiliser le test générique biocentrique, il n'y a pas de difficulté à ça. Et on récupère le culoglobulaire. Le culoglobulaire, il y a les cellules, donc il y a l'ADN intégré. Et donc on va faire une PCR temps réel avec une technique générique à NRS biocentrique qui a un seuil de sensibilité de 70 copies par million de leucocytes. Et donc on fait, nous, cette double technique, à la fois la recherche de l'ARN VIH dans le plasma et la recherche de l'ADN dans les PBMC. Donc cette publication très récente de l'équipe de Necker, en particulier de Stéphane, qui relate l'expérience de l'enquête périnatale française, puisque vous voyez que ça recoupe tous les couples mère-enfant entre 1994 et 2006, qui ont reçu une prophylaxie antirétrovirale après la naissance et qui avaient au moins un prélèvement avant 6 semaines sur lequel on a pu faire une recherche d'ADN VIH et une recherche d'ARN VIH.
Alors il y avait 1293 enfants inclus, dont 62 enfants infectés avec les critères cités ci-dessus. Donc ça, c'est pour vous montrer la sensibilité et la spécificité de l'ADN ou de l'ARN en fonction du moment où on va tester le prélèvement. Donc si on teste à la naissance, ou du moins entre J0 et J7, on a une sensibilité équivalente aux alentours de 50-60% de l'ARN ou de l'ADN, forcément puisqu'on va louper tous ceux qui sont infectés intrapartum. Donc ça, jusque-là, c'est normal. Quand on est à M1, on a une sensibilité équivalente des deux marqueurs. Donc vous voyez qu'ADN ou ARN sont totalement strictement identiques, de l'ordre de 90%. Mais je vous rappelle qu'en France, la prophylaxie de l'enfant s'arrête à 6 semaines et qu'on a aussi des mères traitées par trithérapie, ce qui peut impacter un petit peu le diagnostic. Et par contre, quand on se place pour nous à distance du traitement, donc le premier point à distance vraiment du traitement va être à M3, on a une sensibilité de 100% de diagnostic sur l'ADN, sur l'ARN, et la même chose à M6. Et quand on parle de spécificité, vous voyez que globalement, c'est extrêmement spécifique, puisque c'est quasiment 100% pour tous les marqueurs à tous les moments, c'est-à-dire que tous les enfants qui avaient un diagnostic négatif ont eu des PCR négatifs, quel que soit le temps auquel on a testé leur tube. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour vous dire que si vous voulez utiliser l'ARN ou l'ADN, vous avez la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre marqueur sans aucun problème. Donc si on parle là plutôt des pays du Sud, les pays du Sud, vous allez être un petit peu moins gênés par le traitement de la mère, puisque toutes ne sont pas encore sous trithérapie et que le traitement de l'enfant n'est pas forcément encore très renforcé. Et donc ça, c'est une étude qui est un petit peu vieille de d'ITRAM de Côte d'Ivoire, mais qui vous montre que l'on fasse le diagnostic à la naissance, à 4 ou 6 semaines de vie ou entre 3 et 6 mois, la sensibilité, c'est-à-dire le fait de trouver des enfants positifs alors qu'ils étaient infectés par le VIH, est de 100%. Et donc c'est extrêmement encourageant, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de faux négatifs de détection de ces enfants. Donc c'est pas très étonnant, parce que quand on regarde par exemple la courbe de charge virale d'un enfant infecté in utero, vous voyez globalement que les charges virales sont entre 4 et 6 logs, donc entre 10 000 et 1 million de copies, et que effectivement globalement, qu'on utilise l'ARN ou l'ADN, on n'a pas de problème pour les détecter. Si l'enfant est infecté intrapartum, au moment de la naissance, vous aurez une charge virale indétectable, mais au premier point positif, qui est à 4 ou 6 semaines, vous avez des charges virales qui sont de nouveau entre 5 et 7 logs, donc vraiment un range de charge virale qui est très facile à détecter sans problème. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les papiers filtres? Parce que tout ce que je vous ai montré là était en fait des résultats sur le plasma ou sur le culot globulaire. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile d'utiliser le papier filtre, puisqu'on pique un petit peu l'enfant au bout du doigt, on met ça sur un papier filtre. Les papiers filtres peuvent être en général conservés entre 15 jours et 1 mois à température ambiante. Si c'est un peu plus longtemps, il faut les mettre au froid avec un dessicant, extrêmement important. Donc là, c'est une étude récente qui a été nichée dans l'étude Keshobora de prévention de la transmission mère-enfant que vous connaissez tous. À peu près 900 couples mère-enfant inclus entre 2005 et 2008. Et il y avait une comparaison donc, de la mesure de l'ARN VIH plasmatique sur DBS par deux techniques comparée à la mesure obtenue sur le plasma. Et donc ils ont obtenu une corrélation extrêmement bonne entre la charge virale sur DBS et la charge virale sur le plasma, avec une petite sous-estimation sur DBS, mais qu'on connaît et qui est à peu près la même dans toutes les études, qui est de moins 0,3 log. On a à peu près moins 0,3 log de charge virale sur les papiers filtres par rapport au plasma, mais en dehors de ça, la corrélation était extrêmement bonne. Le petit écueil, mais qui n'est pas très gênant, vraiment pas pour le diagnostic, c'est le seuil sur le DBS est aux alentours de entre 1000 et 3000 copies. Donc évidemment un petit peu plus haut que ce qu'on a pour le plasma habituellement. Mais ça n'est pas gênant du tout pour le diagnostic précoce de l'enfant. Les charges virales sont toutes à plus de 4 logs et 10 000 copies, donc c'est vraiment pas un problème. Donc après, dans cette étude, il y avait une sous-étude diagnostic précoce pour les enfants nés de mère VIH+.
il y avait 106 échantillons positifs testés en plasma et ils ont regardé les résultats sur DBS. Donc pour les DBS testés à 6 semaines, il y en avait 20 qui étaient positifs en ARN sur les DBS et 20 dans le plasma. M3, M6, 34 positifs en DBS, 34 en plasma. M9, M18, 52 positifs dans le plasma. Donc une sensibilité du diagnostic précoce de l'enfant, quel que soit le temps de prélèvement, extrêmement bonne, qui est de 100%. Pour la spécificité, il y avait 105 échantillons négatifs et tous ont été trouvés négatifs aussi sur les DBS, donc une spécificité de 100% également pour le diagnostic précoce de l'enfant. Alors, est-ce qu'une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que tout ça est faisable? Donc, j'ai repris le papier de PLOS ONE qui vient d'être publié cet été de l'étude Pédiacam, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, et connaissent même certainement mieux que moi. 2007-2009, inclusion de plus de 1500 couples mère-enfant, un ARN VIH ou un ADN VIH à S6 avec un rendu de résultat à S10. Donc l'idée était de diagnostiquer le plus précocement possible les enfants et ensuite de les traiter le plus précocement possible. Et on considérait que le processus avait été respecté si le résultat du diagnostic avait été rendu à la mère ou à sa famille avant l'âge de 7 mois. Donc 90% des enfants ont été testés, donc là on en a déjà perdu 10%, avec une médiane d'âge qui est vraiment bien, 1,5 mois. 83% des enfants ont suivi le protocole avec un résultat rendu donc avant l'âge de 7 mois. Donc là, on voit qu'on en perd 16%. Et 16% ont eu un diagnostic précoce incomplet. Et quand on détaille un peu, qu'on regarde qui sont ces enfants qui n'ont pas eu leur diagnostic précoce, eh bien on s'aperçoit que dans la majorité des cas, c'est des perdus de vue. Donc c'est des enfants qui ne sont pas revenus soit à la visite, soit quelquefois rechercher même le diagnostic du test s'il avait été fait, mais dans la grande majorité des cas, c'est des enfants qui ne sont pas revenus à la visite pour le test à 6 semaines. Dans cette étude, il y avait 3,6% d'enfants infectés. Quand ils ont essayé de regarder les facteurs prédictifs de non-respect du protocole, c'était un diagnostic tardif de la mère pendant la grossesse, une absence de PTME ou une césarienne en urgence. Donc on voit bien là le lien entre peut-être la précarité ou la difficulté du diagnostic chez la mère et du coup après la répercussion que ça peut avoir éventuellement sur le diagnostic précoce de l'enfant. Alors en cas d'allaitement maternel, je vais passer assez vite, le diagnostic va être le même, c'est-à-dire que si il y a un allaitement, il va falloir du coup faire un diagnostic 4 semaines après l'arrêt de l'allaitement. Ça va être décalé à peu près de la longueur de l'allaitement. Alors il y a quelque chose sur lequel on peut revenir, c'est le diagnostic, l'utilisation des tests sérologiques. Je vous ai dit globalement qu'il y avait un transfert passif d'anticorps de la mère à l'enfant et que ce n'était pas très utilisable avant l'âge de entre 12 et 18 mois. Malgré tout, ça peut être informatif de temps en temps. Quand vous avez un enfant qui arrive aux alentours de 12 mois, par exemple, vous pouvez, et en cas de sérologie inconnue de la mère, si vous voulez savoir si le nouveau-né a été exposé au VIH, c'est-à-dire si sa mère est VIH+, il y a une possibilité de faire le test sérologique. Si le test est positif, ça veut dire qu'il a été exposé au VIH. Ça ne veut pas dire qu'il est infecté, il va falloir faire une recherche virologique du virus, mais enfin, ça donne au moins l'information qu'il a été exposé au VIH. Et puis, en cas d'absence de diagnostic précoce, donc si l'enfant est âgé de plus de 16 mois, si la sérologie est négative, on peut considérer que l'enfant est non infecté. Et puis ce que je disais tout à l'heure, si l'enfant a plus de 16 mois et que l'allaitement a été arrêté depuis au moins 2 mois, ça peut être informatif aussi. Donc en conclusion, je dirais que le diagnostic de l'enfant peut se faire de façon équivalente par un test ADN VIH ou par un test ARN VIH. On a la possibilité d'utiliser les papiers filtres avec du sang total. Le choix des méthodes de diagnostic pour les enfants sera différent selon les conditions de prélèvement et de transport des échantillons, les conditions d'équipement et de formation des laboratoires. Mais je dirais que le principal enjeu ne se situe pas là, il se situe vraiment au niveau du dépistage des mères, de l'accès à la PTME
et de l'accès au dépistage précoce de l'enfant. Une fois que ces obstacles-là on aura passé ces obstacles-là, je pense que la question du diagnostic de l'enfant est assez quand même facile à résoudre pour les laboratoires pour lesquels il y a un équipement disponible. Je vous remercie.